Binge audio. Les couilles sur la table, épisode 12. Dans cet épisode, il est toujours question des hommes et des masculinités puisque c'est la raison d'être de ce podcast. Et on va en discuter avec Viken. Bonjour Viken. Bonjour. Viken, vous avez 31 ans. Vous êtes DJ, producteur, performeur et activiste trans. Je vous invite parce que votre expérience, votre vécu, votre témoignage me paraissent indispensables pour éclairer ce que veulent dire les masculinités aujourd'hui. Vous avez vécu quelque chose de très précieux pour cette réflexion. Vous avez été perçu comme femme, puis comme homme par la société. Oui. En même temps, c'est pas une expérience si singulière, puisque même s'il n'y a pas de chiffres très très fiables, ceux qu'on a, qui viennent de la Haute Autorité de Santé, disent que ça concerne en France entre 6 000 et 1 500 personnes. J'aurais tendance à penser qu'on est plus que ça en France, mais c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Là, ça me semble important de rappeler, de dire quelque chose en préambule de cette discussion. C'est de rappeler d'où moi je parle, c'est-à-dire que je ne suis pas concernée. Moi, je suis née avec un privilège qui est celui d'être en accord avec le genre qui m'a été reconnu à la naissance. C'est-à-dire que je m'identifie comme femme depuis ma naissance. Et on appelle ça être cisgenre, du latin cis, qui veut dire du même côté. Donc, c'est l'inverse de trans. J'essaye d'être consciente de ça, Ouais. même si je ne sais pas encore exactement quoi en faire et tout. Mais c'est pourquoi je vous demande, non pas de l'indulgence, mais plus... de me rectifier et de me reprendre si mes formulations sont maladroites et si dans notre conversation, il y a des questions étranges. Voilà, parce que j'ai essayé de travailler le mieux que je pouvais pour préparer cet entretien, mais je suis très largement ignorante de ces questions. Oui, et je pense que c'est bien de le reconnaître et de partir de là. Ouais. Viken, vous êtes un homme et vous avez été assigné femme à la naissance. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que quand je suis née, donc mes parents pensaient avoir une fille du fait que j'ai des organes biologiques entre guillemets, je mets des gros guillemets en disant ça, dits féminins. Donc c'est ce qui nous détermine souvent en tant qu'être humain et on s'en réfère beaucoup à ça pour déterminer si une personne est une femme ou un homme, tout simplement. Et il y a une différence à faire entre ce qu'on est et comment on est perçu en fait. Donc mes parents étaient sûrs de chez sûrs d'avoir une fille, mais pas du tout en réalité, quoi. C'est-à-dire ? J'étais un garçon. J'ai toujours été un garçon. C'est juste que voilà, du fait que j'étais assignée fille à la naissance, de par ses organes génitaux, biologiques, on peut appeler ça comme on veut, ils pensaient que j'étais une fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous étiez petit ? Comment était le petit Viken ? Comment vous a élevé ? À quoi vous ressembliez ? Comment vous vous sentiez quand vous étiez enfant ? Mais en fait, j'étais clairement un tomboy, entre guillemets. C'est quoi un tomboy ? Donc, un tomboy, c'est dans le vocabulaire parce que j'ai beaucoup traîné, et c'est aussi grâce à cette communauté que j'ai grandi, la communauté lesbienne. Donc d'un côté vous avez les butch, les tomboys, et de l'autre les lipsticks, donc les personnes avec une expression un peu plus masculine et d'autres qui sont beaucoup plus féminines dans leur expression. Et moi pour le coup j'étais vraiment tomboy, donc vraiment la traduction c'est garçon manqué. Ouais, et en même temps j'aime pas cette expression parce que pourquoi manquer, vous voyez, mais en tout cas oui, une expression beaucoup plus masculine dans mon enfance, dans le sens où moi j'ai 3 sœurs, donc quand même 4 filles à la base. Donc la différence, elle s'est vue quand même assez rapidement par rapport à mes sœurs, dans le sens où, bon, c'est hyper cliché ce que je vais dire en même temps, c'est la réalité. Je détestais les poupées. Pour moi, c'était les petites voitures ou rien, quoi. Vraiment. Et voilà, je faisais du bricolage avec mon père. Vraiment, j'adorais passer des moments avec lui à faire des trucs, pas forcément considérés comme étant, entre guillemets, et encore une fois, je mets des gros guillemets, féminins, quoi.
Voilà. Et j'ai convaincu vraiment d'être un garçon jusqu'à la puberté où, patatras. Donc ça, c'est jusqu'à votre puberté. Ouais. Vous savez que vous êtes un garçon. Ouais. Votre famille vous élève comme un garçon ? Non. Ah. Non. On attendait de moi quand même que je sois capable de tenir une maison à terme. Donc, même si on s'est quand même vachement intégré. Mes parents viennent de Turquie, sont arméniens. C'est une culture très orientale. Donc, on attend des femmes. Vraiment c'est hyper stéréotypé au niveau des rôles de genre, quoi. Donc savoir faire le ménage, à manger, tenir une maison juste de façon très globale, quoi. Donc on m'a un peu forcé là-dedans. J'étais pas content, mais bon, je l'ai fait quand même parce que voilà, ça faisait plaisir à mes parents. Ouais, c'était vachement forcé, ça, quand même. Et voilà. Donc ça, c'est jusqu'à la puberté. Ouais. Vous rentrez au collège. Ouais. Et là, comment ça se passe ? Super mal. Parce qu'en fait, à l'époque, il y a eu un enchaînement de choses qui ont fait que je me suis retrouvée avec les cheveux courts. À la base, c'était pas choisi. Et bon, j'ai des cheveux un peu particuliers, hyper frisés, c'est un enfer. Enfin, c'est pour ça que je me tourne le crâne actuellement. Vraiment, enfin, je vais le dire comme ça, on se foutait de ma gueule, en fait. Parce qu'en plus du fait que j'étais pas hyper féminin dans la façon de m'habiller, etc. et tout. Et du coup, ouais, j'ai eu droit à des réflexions sur si j'étais un mec ou une meuf, enfin voilà. À me mettre sous le nez des coupes anatomiques de livres de SVT en me disant mais toi t'es ça ou t'es ça, enfin voilà, t'as des seins, t'as une bite, enfin voilà. Vraiment de façon hyper crue, hyper frontale, hyper violente en fait pour moi, qui était en plein questionnement tout simplement, parce que moi personnellement l'adolescence ça a été une grosse période, sincèrement si on me donnait 1 million d'euros aujourd'hui pour y retourner, je les prendrais même pas, quoi, vraiment. Confusion totale, des choses qui ont été plaquées sur moi que vraiment je refusais, comme quoi? Ça touchait vachement la sexualité quand même, dans le sens où à partir du moment où on est perçu comme une fille, comme une femme, on attend de vous quand même un truc qui est vraiment, et la puberté en plus, les gars ils sont bêtes, quoi. Vraiment, il y a un truc hyper bête de vouloir plaquer des trucs. Moi je m'en souviens quand j'avais, j'étais en 6e, hein, mais juste en 6e, donc on a quoi, on a 11 ans tout au plus, quoi. En moyenne à peu 11 ans. Moi j'entendais juste des personnes dans ma classe, donc des filles et des garçons qui parlaient de fellation, des trucs comme ça, quoi. Et moi je trouvais ça hyper violent dans le sens où genre waouh, attendez les gars, moi je sors de l'enfance, laissez-moi 2 secondes en fait, le temps de voilà. Et vraiment, j'ai senti que assez tôt qu'on attendait des filles vraiment. Il y a un truc, même moi que j'ai vécu, des gestes hyper déplacés ou des choses comme ça. Vraiment, ça y est, on a une paire de seins. Ça autorise les mecs à venir les toucher ou avoir des réflexions totalement déplacées. Ou les adultes aussi, ouais, les d'ailleurs. Femmes ouais. adultes, moi, je me souviens très bien de ça. Tout le monde se permet de toucher totalement, les seins qui poussent, quoi. C'est. Oui, très curieux. C'est hallucinant, quoi. Mais et le fait, parce que vous êtes garçon, et en même temps il y a ce corps qui a des seins, etc. Ça doit être. J'ai du mal même à me représenter, en fait. Comment vous vous êtes senti? Pas hyper bien. Et en fait, avec le recul, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps, jusqu'à récemment quand même, pour comprendre que finalement, c'est pas avec ce corps, moi, en fait, que j'avais un problème. C'est tout ce que les gens plaquaient dessus. Vous voyez, en termes d'attente de ce que ça voulait dire, de ma mère qui me dit ça y est, t'es une femme quand j'ai eu mes règles, et ça veut dire quoi être une femme, et qu'est-ce qu'on attend de vous, et machin, et bide. C'est pas tellement le corps en lui-même, c'est tout ce que ça représente. Vous voyez. Et si j'avais eu cette réflexion à l'époque, j'aurais vachement moins mal vécu mon adolescence, quoi, clairement. C'est juste qu'on nous apprend qu'une femme c'est comme ça et qu'un homme c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'alternative possible, en fait.
Mais alors justement, à quel moment vous prenez conscience qu'il y a des alternatives possibles en fait? Comment vous prenez conscience que vous êtes trans? Que vous êtes trans, je peux dire ça? Ouais. D'accord. Mais finalement, donc j'ai 31 ans aujourd'hui, j'en ai pris conscience quand même qu'assez tardivement, vraiment en utilisant le mot trans, en prenant conscience que vraiment quelque chose d'autre était possible. Je crois que ça s'est fait autour de 27 ans, quoi. Pas avant, vraiment. Donc c'est assez tardif. Donc ça s'est fait à travers des discussions, des lectures, des films, plein de choses en fait, où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres alternatives que le fait d'être cisgenre. Enfin, je connaissais même pas le mot à l'époque d'ailleurs. Pour moi, on était trans ou on était... on n'était pas trans, quoi, vous voyez. Enfin voilà, c'était une éducation, un truc qui s'est fait assez tardivement finalement. Ouais. Mais vous prenez une décision à un moment qui est celle de transformer votre apparence physique. Ouais, même si j'aime pas le mot transformation parce qu'il y a un truc un peu genre d'un coup d'un seul, transition. Enfin. Alors vous décidez de transitionner? Ouais, totalement. Alors comment ça se passe? C'est un parcours entre guillemets, enfin quand même assez compliqué dans le sens où il faut passer par des psychiatres. C'est très entouré par des médecins. Bon après il y a plusieurs façons de faire les choses. Hein. Racontez-moi comment ça s'est passé pour vous. Bien pour moi, donc il a déjà fallu que je prenne rendez-vous chez un psychiatre. Donc qui a l'habitude de recevoir des personnes trans dans un début de parcours de transition, ou voilà. Et en fait, c'est ce psychiatre-là qui va fournir une attestation. Et ça a été le cas pour moi au bout de... en fait, assez rapidement, il me l'a proposé. Et c'était la première fois que je voyais un psy de ma vie. Donc je me suis dit non, je vais pas commencer tout de suite. Je pense que c'est pas mal déjà que je prenne un peu le temps de parler de choses et d'autres. Et au bout de, je sais pas, peut-être 4 mois, je lui ai dit bon bah là en fait je me sens prêt, je veux bien que vous me fassiez l'attestation. Et là, pour le coup, c'est totalement arbitraire parce que donc sans cette attestation, on peut pas aller chez un endocrinologue. Donc quelqu'un qui s'occupe des hormones, qui va donc fournir, qui va prescrire les hormones, etc. Et donc, il faut que le psy définisse que vous êtes bien trans. Voilà. Donc ça va être des questions hyper vraiment très stéréotypées sur et quand vous étiez petit, vous jouez avec quoi et votre rapport à vos parents. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup beaucoup dans les clichés quoi. Et suite à ça, j'ai pris rendez-vous chez mon endocrinologue qui m'a fait passer des examens pour voir si tout allait bien. Et puis je sais pas, au bout de peut-être 2 mois, donc du deuxième rendez-vous, elle m'a prescrit les hormones. Donc de la testostérone. De la testostérone, oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça a eu comme effet? Comment ça s'est passé pour vous de prendre de la testostérone? Donc là, ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi. Ma voix commence enfin à se poser, quoi. Enfin, je suis chanteur aussi à la base, donc ça a été assez compliqué. Donc vraiment, les jeunes garçons adolescents qui vraiment la voix qui part dans les aigus et tout. Ouais. Ah, vous avez une voix de canard pendant... Ah ouais. C'est vrai? Ouais, grave. Même encore actuellement, si je force un peu, ça part un peu dans les aigus. Donc, ouais, ça prend du temps. Donc, votre voix a changé. Ma voix a changé. Votre apparence a changé. Totalement, ouais. Vous voulez bien vous décrire, peut-être, vous dire qu'est-ce qui a changé dans votre apparence? Le premier truc qu'on voit, c'est la pilosité faciale, donc le fait d'avoir de la barbe. Là, vous avez une barbe et une moustache. Là, ouais, j'ai une barbe et une moustache. Quoi d'autre? Sinon, ça n'a pas changé grand-chose. Mis à part ça, oui, mon visage qui est devenu un peu plus carré, quoi. Ça a un peu changé la forme de mon visage. Mais sinon, vraiment physiquement, après, il y a aussi les organes génitaux qui changent un peu sous l'influence de la testostérone, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais vraiment de visu. Ça a changé la manière dont vous étiez perçu dans la société, en tout cas. Totalement, ouais, totalement. Est-ce que vous avez travaillé cette identité masculine? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû apprendre, des attitudes que vous avez
mise au point, votre manière de marcher, de vous habiller, de vous présenter? Je n'ai absolument rien changé chez moi, sincèrement. Non, maintenant je mets juste une casquette plus souvent. C'est parce que malheureusement aussi à cause de la testostérone, je perds mes cheveux. À calvitie donc. La calvitie, ouais, malheureusement, c'est en train de venir. Je le sens mais gros comme une maison là, donc voilà. Mais sinon, je n'ai absolument rien changé dans mon apparence, dans ma façon de bouger, de marcher, en termes d'espace que je prends ça aussi, c'est un truc que je vois chez les hommes cis, l'espace qu'ils prennent quand même, qui est quand même assez considérable, moi je trouve, ne serait-ce que dans le métro, c'est un exemple tout bête, mais la façon dont ils s'assiedent, tout ça, quoi. Moi, sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit, quoi. Je suis toujours la même personne, en fait. C'est juste que je suis perçue différemment. Parce que vous avez changé votre apparence. Totalement, ouais. Avec des hormones. Tout à fait. Ce qui me trouble, et donc je sais pas trop quoi faire de ça, de cette. En fait, c'est toujours la question du biologique, évidemment, dans le genre qui est troublante, que je sais pas comment appréhender et tout. C'est que à la fois, ça devrait pas avoir avec le biologique, et en même temps, ça a tout à voir. Je veux dire, vous prenez des hormones, ça transforme la manière dont vous vous sentez, dont les autres vous perçoivent, etc. Donc, quelle est la place du biologique dans la masculinité, en fait? Pour moi, vraiment, la masculinité, c'est quelque chose qui est totalement construit, dans le sens où, donc, moi qui suis perçu comme un homme et à qui on injecte de la testostérone, vraiment, je comprends pas les excuses de type... en français, je connais pas l'expression, mais en anglais, boys will be boys, quoi, vous voyez. Donc, on excuse le fait qu'un homme se comporte d'une certaine façon, c'est parce que c'est ses hormones qui font ça, quoi. Ça le travaille. Moi, sincèrement, je produis pas ces hormones-là de façon naturelle, mais elles sont quand même là dans mon corps. J'ai pas ces comportements-là, en fait, parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Je sais ce que c'est que d'être perçue comme une femme dans la société, donc je sais aussi la violence que c'est, que ça apporte, en termes de vraiment de choses non sollicitées, de violence vraiment de façon très globale. Donc ça, vraiment ça, je l'excuse pas. Et pour moi, le biologique n'a pas trop de place là-dedans finalement. Et en même temps, ça en a une parce que vous prenez, puisque vous avez décidé de prendre des hormones, donc et de modifier votre apparence de façon qui est biologique. Votre peau commence à faire pousser des poils et tout. Ouais, mais en même temps, s'il y avait une façon autre que ça de changer d'apparence, je l'aurais fait aussi. Vous voyez ou pas, c'est juste que là, oui, effectivement, ça touche à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du biologique, etc. Et en même temps, non. Vraiment dans les comportements, dans qui on est... Qu'est-ce qui a changé depuis votre transition dans le regard que vous portez sur vous-même et dans les relations que vous avez avec les autres hommes? Forcément, ma relation aux autres et aux hommes a changé, dans le sens où, je vais être très cru dans ma façon de dire les choses, mais vraiment, je l'ai vraiment ressenti comme ça quand j'étais perçue comme femme. En partant du postulat que quand même la très grande majorité des hommes sont hétérosexuels, je ne suis plus un objet à baiser. Voilà. Juste, je le pose comme ça. C'est juste que j'ai arrêté d'être un objet et je suis à leurs yeux, et c'est vraiment l'impression que j'ai, et je pense que c'est l'impression que plein de femmes ont aussi, vraiment ce truc d'être réduit à un objet, quoi. Ça n'existe plus, et c'est vraiment, je dois le dire, c'est vraiment très reposant, quoi. Donc forcément, ma relation à eux, elle a changé, et du Parce coup... qu'ils vous prennent au sérieux? Bah oui. J'ai beau dire les mêmes choses qu'avant, maintenant on m'écoute, et c'est... Vous avez vécu ça? Ouais, totalement. C'est navrant, c'est totalement navrant, et en même temps c'est très reposant. Non, mais c'est des sacrés trucs sur le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais, totalement, ouais.
avant, quand je m'énervais sur quelque chose, j'étais forcément hystérique, mais vraiment. Maintenant, je m'énerve, je prends les choses à bras le corps, quoi. Vous voyez. Vous êtes respecté. J'ai des convictions, voilà. En fait, vraiment, la différence, elle est là, quoi. Donc ouais, je suis respecté, et il y a aussi le fait que je suis maintenant témoin de choses qui se disent entre eux. Parce qu'ils voient que je suis un homme, qui se permettent de dire des choses par rapport aux femmes qui osent vraiment. Moi avant j'ai jamais entendu ce genre de choses, hein, sincèrement. Comme quoi moi c'est ce que j'appelle le boys club, vous voyez. Donc on se tape dans la main, par exemple, bon, ça m'est arrivé il y a quelques mois. Je me retrouve dans un VTC pour aller quelque part. Donc c'est un chauffeur homme. Et il commence à s'énerver sur une conductrice qui est en face, une histoire de priorité à droite, je sais pas trop quoi. Et il commence à sortir des énormités. Je suis resté très calme et je l'ai quand même bien recadré. Il a dit non mais elles sont toutes connes, de toute façon elles sont toutes connes, pardon. Bah ouais, non mais ces femelles là, voilà. Enfin, vraiment hyper violent, ou je sais pas, quand je vais au sport et que j'entends les mecs parler entre eux dans le vestiaire ou en sortant de la salle de tel coach qui est, et là je mets des guillemets parce que c'est leur façon de parler, enfin moi je parle pas comme ça personnellement. T'as vu comment elle est bonne et tout, quoi. Voilà. Moi avant ça, enfin vraiment, j'ai jamais été témoin de choses comme ça et j'en suis témoin aujourd'hui, quoi. C'est juste que ils se permettent des choses parce qu'ils savent que voilà, il y a une sorte de solidarité masculine, qui ferait que ouais, on est tous plus ou moins d'accord sur ce qui se dit, en fait, quoi. Voilà. Donc oui, mon rapport à eux a totalement changé, clairement. Votre rapport aux autres hommes a vraiment changé. Ouais. Votre manière de vous comporter dans l'espace public. Oui et non. Non, c'est juste que maintenant je me sens en sécurité dans des. Ah bah quand même. Ouais. Maintenant vous êtes en sécurité dans l'espace public. Ouais, je me sens en sécurité, ouais. Bah, il m'a fallu du temps aussi pour comprendre que il y a un couvre-feu qui est imposé aux femmes. Que si, quand on est perçu comme femme, on se permet de sortir et de rentrer chez soi après 4 heures du matin. En marchant ou je sais pas trop quoi, et qu'il arrive un truc, c'est un peu de votre faute, hein, finalement. Ah oui. Vous l'avez un peu cherché, quoi. Ça personnellement, non, je le ressens plus parce que je peux rentrer chez moi à 4 heures du matin en marchant. Je me sens en sécurité parce que je suis perçu comme un homme et que je sais que j'aurai pas de problème. Clairement. Et oui, ça a totalement changé. Ou juste, ouais, c'est vraiment super reposant le fait de prendre les transports en commun et de se dire ouais, c'est bien, je vais pas me faire toucher le cul aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça me fait penser à ce roman que nous aimons tous les deux, puisqu'on a discuté au téléphone. C'est la saga géniale Vernon Subutex. En préparant l'épisode, on s'est demandé quels étaient les personnages de fiction trans-hommes. Et donc, il y a dans Vernon Subutex ce personnage qui s'appelle Daniel, qui est le meilleur ami de Pamela. Ils étaient actrices porno. Et donc, Daniel, c'est un trans-homme. Là, il vient de faire sa transition. Un homme trans, pardon. Ah, un homme trans. Un homme trans. Pas un trans-homme. Ouais. D'accord, un homme trans. Ouais. C'est un homme trans. Et j'aimerais lire cet extrait parce que ça me semble éclairer ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, il porte un petit polo Fred Perry sous une veste noire Dior homme. Avec ses tatouages, ses traits délicats, ses grands yeux verts et ses cheveux noirs gominés, il a une certaine allure. Et de l'argent. Il s'est fait embaucher dans un des premiers magasins de e-cigarettes de Paris. Là encore, Pamela n'aurait pas parié 1 centime sur ce business de fausses clopes. Qui avait envie de fumer son stylo plume ? Ça a cartonné au-delà du raisonnable. Et Daniel, au lieu de rester vendeur et de toucher son SMIC, était devenu responsable du développement des points de vente sur Paris. Un job en or en réalité. Ça rend Pamela à moitié folle. Jamais ça se serait passé comme ça sans la transition. Déjà, Déborah, en tant qu'ancienne du X, n'aurait pas pu devenir vendeuse. Ou alors, elle se serait fait virer dès qu'on l'aurait appris et va au prud'homme pour te plaindre que ton employeur te discrimine parce qu'on peut te voir sur Internet sucer 3 connards d'affilée.
Et en admettant que Déborah ait changé de tête, qu'elle se soit fait refaire le nez, qu'elle ait changé de coupe, qu'elle ait pris 20 kilos, qu'on ne puisse pas la reconnaître, on ne confie pas le projet de développer les points de vente d'un business florissant à une meuf. Ce genre de promotion fulgurante, Daniel le lui avait raconté dans le moindre détail, sidéré de ce qu'il découvrait. Ça se passe à base de tapes dans le dos, de blagues viriles, de contentement d'être entre hommes et de soirées cigares. Ah ouais, non mais totalement. Donc vous aussi, comme Daniel, vous vous êtes subitement rendu compte des privilèges masculins. Ah non mais totalement. Totalement. Je pense que, bon, après, il y a des gens qui le voient pas forcément, mais je pense qu'ils vont être un peu aveugles quand même pour pas s'en rendre compte. Dans le sens où. Il y a plein de gens pour qui c'est une fiction, hein, pour qui le patriarcat, c'est la légende, en fait. Ça n'existe pas. D'accord, j'invite ces gens à. Je sais pas. Faire une transition, à s'en rendre compte, je sais pas. Quels sont les préjugés qu'on vous colle le plus souvent sur le dos ? Et quelles sont les questions qu'on vous pose et que vous n'avez plus du tout envie qu'on vous pose ? C'est moins des questions que des observations. Par exemple, on m'a dit plusieurs fois « Waouh, t'es réussi quand même, c'est réussi. Hein. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas réussies. C'est quand même assez dérangeant. Ou alors, je sais pas, tout de suite, oui, on en vient quand même souvent aux organes génitaux, hein, malgré tout. Les gens veulent absolument savoir ce que vous avez dans le pantalon. Ah, totalement, ça les fascine, je sais pas. Je comprends pas du tout en fait. Autant ces personnes-là sont dans un truc de oui, ça les dérange et en même temps ils veulent savoir, ils veulent vraiment savoir à tout prix ce qu'on a entre les jambes quoi. Donc ouais, c'est très bizarre. Totalement. Vous avez parlé de violence là il y a quelques minutes. Vous êtes victime de transphobie, c'est-à-dire de la haine qui est projetée sur les personnes trans. En fait, j'ai un privilège, malgré moi, qui est le fait d'avoir un passing cisgenre qui est béton. Alors, il faut sous-titrer. Ouais. Un passing cisgenre béton ? Ouais, alors passing cisgenre en fait. Le passing, c'est quoi ? Donc le passing, c'est le fait de passer. Donc de passer pour cisgenre en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis trans en fait. Jusqu'à ce que je le dise. En fait, c'est ça. Et il y a des personnes qui ont un... j'aime pas non plus ce terme, mauvais passing cisgenre dans le sens où on se pose des questions sur qui ils sont, comment on doit les genrer, etc. Mais pour moi, la question, elle se pose pas. On me genre directement masculin. On considère que je suis un homme. Vous allez acheter du pain à la boulangerie ? Je suis monsieur, ouais, bien sûr. Et jamais on vous appelle madame ? Non, jamais. Sauf quand on a vraiment envie de m'emmerder. Comme ça a pu m'arriver... il y a peut-être 2 ans, ça fait quelques années que je vis dans le même quartier et que j'ai mes habitudes au marché. Ils m'ont connue quand j'étais perçue en tant que femme et ils m'ont vue à travers ma transition et donc il y a personne qui m'appelait monsieur et l'autre qui venait lui dire un truc dans l'oreille et ça passait de monsieur à madame en l'espace de 10 secondes quoi. Mais sinon c'est monsieur, vraiment je vis pas la violence ça je l'ai vécu aussi un moment au collège, au lycée et tout. Oui. Ce que vous racontiez, ça c'était quand même hyper violent. Oui, totalement. Et puis dans les premiers mois de ma transition aussi, quand j'avais pas encore cette pilosité faciale et que mon visage était en train de changer, donc entre le fait que je sois un peu bouffi à cause de la rétention d'eau, des hormones et tout, mes cheveux rasés, oui, j'avais un air, j'avais pas un bon passing à ce moment-là, cisgenre, mais on se posait des questions sur, j'étais hyper androgyne, voilà. Donc oui, là j'ai eu droit à des doigts pointés vers moi, des gens qui parlent de moi ouvertement devant moi, vraiment le respect est mort, quoi, voilà. Mais sinon... Pourquoi, en fait, j'imagine qu'en étant victime de violence, vous avez eu le temps de vous interroger sur genre pourquoi les gens sont ça, mais en fait, qu'est-ce qui se joue là-dedans ? Pourquoi ça rend les gens fous ? Je pense... après, c'est vraiment mon avis personnel et ma théorie, mais je pense sincèrement que ça remet en question
ça remet en question en fait leur certitude d'une certaine façon, dans le sens où on grandit avec des rôles genrés très définis, et vraiment des archétypes, donc ce qu'on attend des hommes, ce qu'on attend des femmes, etc. Et nous, personnes trans, on remet ça un peu en question, un peu malgré nous, hein, finalement. Et je pense que c'est ça qui se joue, en fait. Et qui est insupportable pour certaines personnes. Qui est totalement insupportable, ouais. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que un dialogue est même pas possible, parce que juste, faut aussi que ces personnes comprennent à un moment que c'est pas forcément il n'est même pas question de choix là en fait, que même s'il y a un choix, c'est pas vraiment un choix en réalité, que si on fait ça, c'est pour nous, et qu'on est là pour emmerder personne en fait. On a juste envie de vivre nos vies, d'être tranquille finalement, comme tout un chacun, quoi, tout simplement. Pour terminer, Viken, est-ce qu'il y a une œuvre d'art ou une recommandation culturelle que vous souhaitez faire ? Eh bien, je vous conseille très chaudement et vivement la chaîne YouTube d'Adriane de la Vega, qui est un youtubeur trans, qui fait des vidéos éducatives sur le sujet, vraiment super intéressantes, drôles, intelligentes. Vraiment, ouais, je vous la conseille vraiment très très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à écouter ce programme. Continuez à en parler autour de vous, à vos amis, dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Et puis continuez à m'écrire. J'adore vous lire et je promets de vous répondre. Pas tout de suite, mais je le fais, c'est promis. L'adresse, c'est lescouillessurlatable@binge.audio. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Dans les prochains épisodes, il va beaucoup être question de consentement, de séduction et des masculinités. Ça me paraît être le sujet absolument nécessaire par les temps qui courent. En attendant, je vous conseille d'écouter la musique de Viken et de son groupe Pussy Chérie sur SoundCloud. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de binge.audio. Merci Viken, à bientôt. Binge Audio. Ah non, Binge.